Mesdames et messieurs, bon après-midi, bienvenue à tous, c'est Quotidien Santé sur Equinox Multimédia. La pandémie de VIH-Sida reste d'actualité. Des dizaines d'années après sa découverte, cette maladie reste toujours un fléau qui décime de nombreuses familles. Au Cameroun, avec un peu plus de 37 000 nouveaux cas détectés en 2020, il faut dire que la courbe de prévalence a connu une légère baisse, mais de nombreux cas sont toujours détectés chaque année. Dans ce mois de décembre consacré à la lutte contre le VIH-Sida. On en parle une fois de plus sur ce plateau avec notre invité, le docteur Serge Chamgwe. Il est infectiologue et médecin-chef de la polyclinique Le Bordeaux à Douala. Bon après-midi, docteur. Bonjour Madame Yambou et bonjour aux téléspectateurs. Également avec nous dans ce studio, Florence Tchengue. Florence, bon après-midi. Bon après-midi Nadine, bon après-midi docteur, bon après-midi également à tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Alors ils auront bien sûr la possibilité d'appeler lorsqu'il sera 12h40 pour poser bien sûr leurs questions, leurs préoccupations aux médecins concernant le VIH-Sida. Alors docteur Chamgwe, le VIH-Sida demeure une maladie de les préoccupations. Absolument, Madame Yambou, et nous sommes là aujourd'hui pour donner une dimension nouvelle de remobilisation pour la lutte contre le VIH dans ce contexte médiatique un peu saturé par d'autres actualités et également dans une période où au niveau populationnel on a l'impression que le VIH est une vieille histoire, ça dérange, on est démobilisé, et donc nous aujourd'hui le message c'est celui d'inciter vraiment à un réveil dans les réflexes de prévention et également être en mesure vraiment d'éradiquer le niveau de transmission encore élevé du VIH dans notre contexte au Cameroun. D'accord, le VIH-Sida demeure toujours élevé, notamment je vais m'intéresser principalement sur la transmission mère-enfant. Quels sont les risques au jour d'aujourd'hui? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui encore le taux de transmission de la mère à l'enfant pour le VIH est de l'ordre de 5%. Et on a également une femme sur 20 qui commence une grossesse avec le VIH, souvent en ignorance là. Et ensuite, il est donc, alors que nous savons sincèrement, nous savons vraiment que si les personnes sont dépistées et dépistées à temps, elles vont avoir accès au traitement. Et ce traitement permet d'avoir un contrôle du virus dans le sang, ce qu'on appelle une charge virale indétectable dans le sang, et va limiter la transmission au partenaire sexuel, va limiter la transmission à l'enfant. Et il est très important de bien réaliser qu'actuellement au Cameroun, les différents acteurs de la lutte contre le VIH sont optimaux en termes d'action. Nous avons les autorités sanitaires qui rendent disponibles le suivi et les traitements dans les 4 coins du pays, dans des formations sanitaires agréées. Nous, les professionnels de santé formés qui manions donc ces antirétroviraux et avons un accompagnement psychosocial approprié pour ces patients. Et troisièmement, donc les patients eux-mêmes, à qui j'adresse principalement d'abord ce premier message. Un message de ne pas se lasser ou de ne pas se sentir stigmatisé dans la société. Parce qu'il y a des messages d'espoir. Espoir qui consiste en amélioration des médicaments qui viendront dans la décennie qui vient. On parlera bien sûr de la prise en charge avant que Florence ne pose sa question sur la transmission. Vous avez dit qu'il y a plusieurs femmes qui ignorent toujours la transmission VIH-Sida mère à l'enfant. Comment elle s'effectue exactement? Alors, la transmission entre la mère et l'enfant se fait essentiellement pendant la grossesse et surtout autour de l'accouchement. Oui. Il y a des facteurs liés à la maman, notamment une maman qui est concernée par le VIH mais qui ignore son statut sérologique et on le découvre peut-être à la fin de la grossesse. Ça, c'est très dangereux. Quand on découvre le VIH à 4 semaines d'accouchement, c'est presque trop tard. Alors que si on avait découvert plus tôt, on aurait mis le traitement aurait continué contre le virus et l'enfant aurait eu un risque d'être contaminé qui est très diminué. Et ensuite, il y a des facteurs donc liés ensuite
aux conditions de l'accouchement, si c'est difficile, s'il y a des manœuvres de version pendant l'accouchement, s'il y a des facteurs obstétricaux qui posent problème, mais également en post-accouchement, la maman qui va allaiter l'enfant sans prendre son traitement antirétroviral, sans prendre son traitement anti-VIH, et même ignorant qu'elle est séropositive VIH, va le transmettre à l'enfant. Et donc, vraiment, le message est celui de pouvoir connaître son statut sérologique. J'ai insisté pour dire que, au jour d'aujourd'hui, les médicaments marchent. Et les médicaments qu'on utilise au Cameroun sont les mêmes qu'on utilise en Europe. Le dolutegravir, qui est le 3e agent de la trithérapie actuelle, c'est le même médicament qu'on utilise ailleurs. Le souci pour nos patients, qu'elles soient femmes, enceintes ou allaitantes ou le grand public, c'est l'usure et l'épuisement et le découragement, parce qu'ils se disent « je vais prendre ces médicaments jusqu'à quand ?» Et on assiste au cours des années, au cours des mois et des années de suivi, des patients qui vont à un moment donné faire les vacances thérapeutiques, les parenthèses thérapeutiques. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de prendre le médicament tout seul, sans le dire à quelqu'un. Et malheureusement, le virus va se remettre à se multiplier. Ils vont transmettre le virus. Et également, à ce moment-là, le virus va devenir plus résistant. Et quand ils vont revenir pour voir le clinicien, on va faire une analyse du virus, on va voir qu'il a atteint un niveau de résistance plus importante, nécessitant de nouveaux médicaments, rendant les choses encore plus difficiles. Voilà, donc il faut se faire dépister, il faut se faire traiter, prendre les médicaments. Et l'espoir, c'est que dans les années à venir, on aura des médicaments qui ne sont pas en comprimé, mais qui sont en injection. On vous injecte une fois par mois ou une fois les 2 mois et vous n'avez pas besoin de prendre tous les cachets tous les jours. Actuellement, ces médicaments sont disponibles en Europe et ne sont pas encore ici chez nous. Mais peu importe. Message d'espoir pour les patients qui sont infectés par le VIH, c'est qu'il y a des perspectives d'amélioration de modalités de prise de ces médicaments et dernier point, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il est très important d'insister sur le fait que, outre le fait de transmettre le VIH quand le virus se multiplie, on augmente aussi son risque d'apparition de cancer. D'accord. Parce que le virus n'est plus contrôlé et il va y avoir ce qu'on appelle de l'inflammation, de l'irritation des cellules de défense qui vont par exemple engendrer chez la femme des cancers du col. Une femme VIH positive non contrôlée a 6 à 10 fois plus de risque de faire le cancer du col que d'autres personnes. Il va y avoir enfin, je termine là pour ne pas trop monopoliser la parole, le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents cardiovasculaires à cause de ce mauvais contrôle du risque. Ça, c'est des nouvelles données de la littérature qui permettent de C'est un aspect très important. Mais docteur, pour la femme qui fait lors de ses premières visites prénatales, se rend compte qu'elle est porteuse du virus, voilà. Est-ce qu'elle a des chances que son enfant naisse sans être contaminé? Elle a des grandes chances que son enfant naisse sans être contaminé si immédiatement dans la foulée et sans délai, elle, outre son suivi gynécologique, elle voit le médecin spécialiste du VIH pour initier le traitement. On n'attend pas. Et ainsi, on va initier le traitement et la quantité de virus qu'elle va avoir par millilitre de sang, qu'on appelle la charge virale plasmatique, au lieu d'être à de nombreux milliers, voire des centaines de milliers de copies par millilitre de sang, va être diminuée grâce aux médicaments. Et ce nombre de particules virales va être inférieur à 20 par millilitre dans le sang de la maman. Et quand c'est inférieur à 20 par millilitre dans son sang, le risque vraiment de transmission à l'enfant est quasi nul. Mais il y a également ce risque-là de transmission lors de l'allaitement. Également, n'existe pas. Il y a le risque de transmission lorsque l'allaitement est prolongé, pour les mamans qui vont faire de très très nombreux mois d'allaitement et qui également ne prennent pas bien leurs médicaments pendant l'allaitement, parce qu'elles ont d'autres problèmes. Enfin, à cet âge-là, il y a beaucoup de problèmes ergonomiques à la maison à gérer et le reste. Et donc, elle n'aura pas toujours ce qu'on appelle une observance thérapeutique parfaite. Et donc, de temps en temps, le virus va se multiplier. Et également, de temps en temps, avec un virus qui se multiplie, elles vont avoir parfois des mastites ou des soucis au niveau du sein ou des petites blessures. Et l'enfant va être exposé à ça. Donc, il est très important pendant cette période que l'enfant soit suivi également, l'enfant suivi avec des tests qui sont faits pour l'enfant pour vérifier jusqu'à ses 18 mois qu'il n'est pas concerné. Mais pour la femme enceinte, à quel moment devrait-elle arrêter l'allaitement?
Les pédiatres, c'est pas tout à fait consensuel. Moi, je pense que 18 mois, c'est beaucoup. Quelques mois, c'est nécessaire parce que l'allaitement est le meilleur aliment pour ce que disent nos collègues pédiatres. Hein. C'est pas parce qu'il y a le VIH qu'il faut arrêter, qu'il faut sauver l'enfant tout de suite. Donc c'est à gérer avec chaque femme est différente, chaque couple mère-enfant est différente et ce binôme doit être accompagné par les professionnels de santé, les pédiatres, les sages-femmes, l'équipe pluridisciplinaire pour adapter le conseil approprié à chaque personne qui évidemment n'est pas dans les mêmes conditions sociales et autres. Et l'allaitement, elle est exclusivement au sein ou alors un peu alterné? Il peut, moi je suis pas pédiatre, hein, mais je sais que on peut mixer l'allaitement, mais on sait toujours, ce que nous disent nos collègues pédiatres, c'est que l'allaitement maternel est le meilleur aliment pour l'enfant parce que ce lait comprend des nutriments et des éléments utiles pour la défense immunitaire de l'enfant d'ailleurs, pour la maturation du cerveau et pour plein d'autres cas. On va permettre aux auditeurs et téléspectateurs d'appeler. Florence, tu nous rappelles les numéros pour participer à l'émission. Nadine, les numéros sont le 242 64 29 80, 655 51 11 11, 652 02 50 50. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur, non pas poste récepteur, attendez, votre téléviseur ou encore votre poste radio, ou alors baisser totalement le volume. Vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous lancez votre appel, Nadine. Alors, oui, docteur Chamoué, c'est une question qui revient constamment. Lorsqu'un enfant a été infecté, détecté porteur du VIH-Sida et qu'il suit un traitement des antirétroviraux, alors même une grande personne, et lorsqu'elle atteint la charge virale indétectable, est-ce qu'elle est encore obligée de prendre des antirétroviraux ou alors le traitement, il est à vie? La réponse est formellement oui. En l'état actuel des connaissances et des médicaments que nous avons disponibles. Une charge virale indétectable veut dire que le nombre de particules de virus qu'on a dans le sang est inférieur au seuil de détection qui est en général de 20 copies par millilitre de sang. Oui. Et on sait que l'atteinte de cet objectif est majeure pour la restitution immunitaire de la personne, pour que, on a parlé beaucoup de virus, on n'a pas parlé des CD4 qui sont les lymphocytes spécifiques pour la lutte anti-VIH. Donc pendant que sa charge virale est indétectable, le nombre de lymphocytes T CD4 va augmenter en moyenne 5 à 10 par mois pour pouvoir atteindre le seuil, l'objectif qui est de 500 lymphocytes CD4 par millilitre de sang. Et quand on a 500 lymphocytes CD4, on a des bonnes défenses. Et donc, tant qu'on n'a pas 500 lymphocytes CD4, et a fortiori quand on a moins de 200 lymphocytes CD4, on est exposé aux maladies dites opportunistes, celles qui tuent. Oui. Et donc, il est très important donc, de prendre son médicament, avoir la charge virale indétectable, de restaurer donc ces lymphocytes CD4. Les lymphocytes CD4, ce sont vos soldats, hein. Oui. Pendant que le virus, c'est l'ennemi, pour expliquer à certains de nos compatriotes qui comprennent mieux. Oui. Et donc, une fois que vous avez la charge indétectable, vous devez continuer vos médicaments pour conserver cet acquis et vivre normalement. Si vous arrêtez le traitement, même pour quelques semaines, quelques mois, vous gâtez tout. Vous gâtez tout et les CD4 baissent, et c'est là que vous pouvez faire une infection opportuniste. C'est là que vous pouvez avoir une infection grave qui vous fait hospitaliser 2 ou 3 fois, 2 à 3 mois. C'est là où vous avez votre plan de vie qui est cassé. Et donc c'est très important de le garder, de garder ça. On n'a pas encore de vaccin efficace pour le VIH. Les recherches sont en cours, mais on va prendre l'auditeur qui est en ligne, Florence. Allô, il est parti. Non, docteur, je voulais savoir, des personnes qui disent vous entendre parler, on entendrait donc ces personnes qui disent être guéries du VIH-Sida, ça suppose juste qu'elles ont eu une charge virale indétectable et sont considérées comme guéries. Elles sont considérées comme étant des personnes qui ont un contrôle viro-immunologique parfait. Non, il y a des personnes qui disent carrément qu'elles ont guéri du sida. Après, les convictions individuelles n'engagent que celles qui les tiennent. Nous avons 30 ans de recul de recherche sur le VIH. Il y a des données quand même qui sont assez solides maintenant au niveau planétaire qui l'affirment. On sait à l'heure actuelle que les médicaments
officiellement dispensés sont les seuls à obtenir ce contrôle virologique complet. Toutes les autres médecines dites parallèles, je le dis parce que c'est une réalité chez nous, tous ceux qui prétendent guérir du VIH, on ne l'a pas encore. Les gens peuvent avoir des substances qui permettent un peu de tonifier le corps. Les gens peuvent avoir des substances qui permettent un peu de diminuer l'inflammation. Les gens peuvent avoir des substances qui peuvent avoir une interaction virale, une interaction avec le système immunitaire. Mais en aucun cas, ce ne sont pas des médicaments qui permettent d'avoir cette efficacité virologique. Merci. On va prendre l'auditeur. Alors, on a décidément des soucis avec notre ligne téléphonique cet après-midi. Vous pouvez bien, les numéros sont affichés au bas du petit écran. Alors, docteur Chamgwe, sur le quotidien des personnes vivant avec le VIH-Sida, est-ce qu'elles ont une vie normale comme tout être humain? Est-ce qu'il y a des restrictions sur le plan de l'alimentation qu'elles devraient observer? Une personne qui a un statut virologique contrôlé, qui prend bien ses médicaments, qui a une charge virale indétectable, et dont ses cas de monte, doit pouvoir vivre comme tout le monde, comme chacun d'entre nous. Et elle ne doit plus être victime de la stigmatisation qui est encore dans notre société. Est-ce qu'elle-même s'accepte facilement dans ce statut? C'est pas facile, parce qu'une fois sur deux, on a été victime d'une contamination à laquelle on n'a pas participé. C'est pas évident. Et puis deuxièmement, ça vient bousculer un équilibre dans la vie conjugale, dans la vie sentimentale, dans les relations intimes. C'est pas évident. Et ensuite, vous êtes en permanence confronté à la nécessité quand même d'avoir un suivi, donc il faut venir de temps en temps à l'hôpital, etc. Ce sont des éléments quand même qui peuvent altérer la qualité de vie de la personne, mais mon message c'est de leur dire de ne pas se réfugier dans cette chape de plomb là, et d'être plutôt actif, et d'être plutôt accepter les choses comme elles sont, mais sans être fataliste, et en nous laissant la confiance, en nous donnant la confiance de les conduire au quotidien et pendant des années et des décennies sans interférence clinique en rapport avec cette infection. D'accord, on va prendre l'auditeur en ligne, il n'y a pas d'auditeur. Alors sur un auditeur en ligne, Florence. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur, votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, c'est moi qui appelle depuis la chambre. Je voulais savoir, est-ce qu'il peut avoir le cas où, après avoir pris le traitement pendant un certain temps, le malade devient capable de tenir plus sur la ligne plus positive ou quoi? Est-ce que c'est possible, ce cas-là? Merci. La réponse, cher monsieur, est non. Non, parce que lorsqu'il arrête le médicament, alors on peut être piégé parce qu'on arrête le médicament, on fait le bilan tout de suite, on voit que la charge virale est basse, que les cellules ne vont pas bouger, on sent son corps disponible et on pense que le problème est réglé. Revenez 2 mois après, ce n'est plus du tout la même chose. Donc je dis fermement, parce que nous sommes confrontés à ces problèmes au quotidien, aux gens qu'on amène à arrêter le traitement parce qu'ils considèrent qu'ils sont guéris. Je dis non, il ne faut pas le faire. Et les traitements aujourd'hui sont bien tolérés au plan clinique. Ces traitements qui n'ont plus d'effets secondaires comme ceux qu'on donnait encore il y a 10-15 ans sur le VIH. Et ce sont des traitements qui sont gratuits. Ce sont des traitements qui sont efficaces. Et je vous dis que c'est les mêmes qu'on prescrit en Europe et en Amérique du Nord. Oui. Et donc, il n'y a pas de raison que les médicaments actuellement disponibles dans les formations sanitaires agréées par l'État et qui sont à disposition pour les patients VIH fassent l'objet d'interruptions, quel qu'en soit le motif. C'est très important. Ça. Mais non, docteur, est-ce que les médicaments varient-ils en fonction du statut de la personne, de l'âge? Tous ces facteurs sont à prendre en compte avant de mettre le patient sous traitement? Le traitement est standard, qui est une trithérapie qui va combiner 3 familles de médicaments en un. D'accord? Et on va, c'est vrai, dans certaines situations, tenir compte de l'âge, si c'est en contexte pédiatrique, tenir compte des
de ce qu'on appelle des comorbidités. Si on est malade d'une insuffisance rénale, on ne va peut-être pas prescrire le tenofovir. Il y a quand même des adaptations qu'on doit faire pour pouvoir pour individualiser le traitement, d'accord? Mais globalement, c'est les mêmes bases de traitement pour... D'accord. On va devoir sortir de cette émission. Il ne nous reste plus à 7 ans. Alors, Dr Thiamgoué, quels sont donc les enjeux de la prévention du VIH/SIDA en 2021 au Cameroun? Les enjeux sont d'abord ceux du changement de nos comportements. Oui. 2 personnes sur 3 n'utilisent pas le préservatif quand ils ont un rapport sexuel à risque. Oui. À 40 ans, les hommes déclarent avoir déjà eu plus de 10 partenaires sexuels différents au cours de leur vie. Il est très important de pouvoir mesurer ce risque d'être contaminé lorsqu'on a un rapport sexuel non protégé. Et donc l'usage du préservatif est quelque chose qu'il faut rappeler, même si ça paraît vieux jeu, l'usage systématique du préservatif qui, d'une part, évite la transmission du VIH, mais également les autres infections sexuellement transmissibles. C'est un message qui est très important et qui évite également les grossesses non désirées. Et également, les enjeux sont les enjeux de contrôle du virus dans le corps des gens qui les hébergent. Parce que eux, ils transmettent parfois en ignorant. Oui. Donc, ce qui est important, donc, que ces personnes se fassent dépister et rentrent rapidement dans la filière de soins pour que le virus soit contrôlé et ils transmettent moins aux tierces personnes pour pouvoir limiter donc le nombre de nouveaux cas qui est toujours croissant au fil du temps. Merci, Dr Serge Thiamgoué, infectiologue et médecin en chef de la polyclinique Le Bordeaux à Douala. Merci d'être venu cet après-midi nous parler du VIH/SIDA. Merci Madame Yamou et merci pour votre invitation. Merci également Florence Tengué. Merci également notre réalisateur Raphaël Dipanda. On se retrouve vendredi car demain ce sera la version en langue anglaise.